Le Rassemblement national arrive largement en tête. Il fait le double de Renaissance. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. On a un taré à la tête de l'État, là. C'est un pyromane de la République. Qui va être le Premier ministre en cas de victoire de la gauche? Est-ce que c'est vous? Je m'en sens capable. Je m'en sens capable aussi. Nous sommes plusieurs, bien sûr, j'en fais partie, comme d'autres. Accepteriez-vous de devenir Premier ministre si on vous le proposait ? Bien sûr. Comme vous le savez, depuis que le président a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, la France est dans une situation politique complexe, en tout cas du point de vue des marchés financiers, qui sont plutôt inquiets par rapport à la situation politique du pays. Mais la réalité, c'est que bien avant ça, on pouvait déjà largement se poser la question de l'intérêt d'investir sur le marché français, parce que la croissance économique du pays n'est pas extraordinaire, elle est même plutôt basse par rapport à la moyenne mondiale, la dette de l'État français est plutôt élevée, et la France n'est pas un pays avec particulièrement des avantages fiscaux pour les investisseurs ou pour les actionnaires. Au contraire, il n'y a pas vraiment de culture de l'investissement en France. Ce contexte fait qu'a priori, le marché français apparaît pas comme particulièrement attractif, et pourtant, beaucoup d'investisseurs français vont être tout de même très investis sur ce marché. Donc j'aimerais qu'on fasse le point sur la situation de ce marché actuellement. Alors, le marché action français représente à peu près 4000 milliards de dollars. C'est beaucoup dans l'absolu, c'est un très gros nombre, mais en relatif par rapport aux marchés financiers mondiaux, c'est que 4% du marché action mondial, ce qui est relativement faible. 4%, ça veut dire qu'un investisseur qui veut faire un portefeuille avec 100 000 euros et qui veut investir de manière équilibrée dans chacun des pays du monde en fonction de la taille des différents marchés, va investir en gros 50 000 euros aux États-Unis, 10 000 euros en Chine, 6 000 euros au Japon, 5 000 euros en Inde et puis à peu près 4 000 euros en France. Ce qui est assez anecdotique. 4%, c'est pas ça qui va faire varier plus que ça un portefeuille. Sauf que les investisseurs français ne vont pas du tout avoir un portefeuille qui va ressembler à ça. En général, les Français prennent plutôt plus d'actions françaises que d'actions américaines. Quand on regarde le classement des actions les plus achetées par les particuliers français, vous allez avoir 10 actions françaises. Les actions françaises sont logiquement extrêmement populaires en France, et donc la plupart des particuliers vont avoir un portefeuille qui va être composé à 30, 40, 50% d'actions françaises, ce qui est extrêmement élevé, et ce qui les éloigne largement d'un portefeuille qui serait neutre au risque, avec, comme on l'a dit, 4% du portefeuille en France. Ils vont être en gros surpondérés 10 fois sur la France. Ils vont être surinvestis x 10 par rapport à la part qu'ils devraient normalement accorder à la France s'ils étaient neutres en risque et investis de manière équilibrée sur tous les pays du monde. Alors en soi, être surexposé sur une action ou sur un pays, c'est pas forcément grave. Warren Buffett ou plein de très bons investisseurs américains vont être largement surexposés aux États-Unis avec 95 voire 100% de leur portefeuille en actions américaines, et de la même manière, on peut très bien être surinvesti sur un secteur ou sur une action. Par exemple, moi, sur mon portefeuille JP contre le Nasdaq, je suis largement surinvesti sur Amazon ou sur Nvidia. Je vais avoir 3 ou 4 fois ce que je devrais avoir d'Nvidia et plus de 5 fois ce que je devrais avoir d'Amazon dans mon portefeuille. Donc je suis largement surpondéré là-dessus, mais ça me dérange pas parce que je vais avoir une conviction sur ces actions ou sur ce secteur qui va être très forte, et donc je suis content d'être surpondéré là-dedans. Le problème que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de Français qui sont super investis en France, qui sont investis, comme on l'a dit, avec 40-50% de leur portefeuille, sans avoir aucune conviction particulière sur l'économie ou sur les marchés français. Des gens qui sont à la fois hyper investis sur le marché français, mais qui n'imaginent pas particulièrement que le marché français va surperformer plus que ça le marché américain ou le marché mondial. C'est comme si Warren Buffett avait 50% de son portefeuille sur Apple, sans avoir aucune conviction particulière sur la valeur, voire en considérant que la valeur Apple est merdique. Vous voyez, c'est assez incohérent, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu sans le vouloir, pris au piège dans cette incohérence de surpondération sur les marchés français. Alors, on peut quand même trouver quelques explications à cette surpondération française, enfin, encore une fois, qui est logique. Tous les pays du monde sont surinvestis sur leurs actions, donc il n'y a rien d'étonnant à ce niveau-là si vous le faites. Mais un des points qui peut encourager ce comportement, c'est le PEA. Le PEA qui permet en gros de payer 17,5% d'impôts sur les plus-values avec un portefeuille avec certaines conditions, à la place de payer 30%. Donc on fait une économie de 12,5% d'impôts après 5 ans. Alors j'ai essayé de faire un petit calcul pour vous montrer l'impact qu'a cette économie de plus-value sur le rendement total que vous allez faire. Si vous investissez 100 000 euros avec un rendement de 7% par an, sur 10 ans, ça va vous donner 197 000 euros en tout au bout de 10 ans, ce qui vous donne donc 97 000 euros de plus-value. Et si vous avez investi ces 100 000 euros via un PEA, eh bien vous allez vous retrouver avec 80 000 euros de plus-value. C'est quand même une belle plus-value. Maintenant, si on prend un autre portefeuille investi lui sur un compte titre avec encore 100 000 euros sur 10 ans, mais qu'on fait passer le rendement de 7% à 8%,
1 point de plus de pourcentage annuel. On arrive à une valeur de portefeuille de 215 000 euros, ce qui fait donc 115 000 euros de plus-value, et on arrive après impôt à 80 000 euros de plus-value nette pour ce compte, qui a donc 8% de rendement. Donc on est un tout petit peu au-dessus du portefeuille PEA, mais c'est très très léger, la différence est infime. Mais donc, ce que montre ce petit calcul, c'est qu'en gros, l'avantage fiscal du PEA vous donne 1% de rendement en plus par an pendant 10 ans. En gros, en net, c'est à peu près ça que ça va faire. Ce qui veut dire que si vous imaginez que le marché européen va faire 1% de moins, par exemple, que le marché américain, ou mieux, ou qui va faire mieux que le marché américain, le PEA est intéressant. Par contre, si vous pensez que la différence entre l'Europe et les États-Unis va être de plus d'1% par an, eh bien là, le PEA devient inutile et il est préférable d'acheter malgré tout des actions américaines, quitte à avoir un impôt sur la plus-value qui sera plus élevé parce que ça sera plus rentable sur le long terme. Évidemment, le dernier point qu'il faut absolument préciser, c'est que on peut acheter des ETF investis aux États-Unis ou n'importe où d'ailleurs et qu'on peut les mettre sur un PEA. Donc finalement, le PEA ne vous impose en rien d'investir ni en France ni en Europe. Et même s'il le faisait, en fait, il faut pas non plus penser que c'est une réduction d'impôt qui est gargantuesque. C'est que 12,5%. Donc si vous avez un peu moins d'impôt mais que votre rendement est de moitié inférieur, mieux vaut aller vers le rendement plus élevé parce que vous allez gagner beaucoup plus à la longue. Donc la conclusion de tout ça, c'est tout d'abord, vous n'avez aucune raison particulière d'investir une grosse partie de votre patrimoine en Europe ou en France, même s'il y a quelques petits avantages, c'est trop léger pour justifier vraiment un tel investissement. Et le deuxième point, c'est que c'est pas plus risqué d'avoir une très petite proportion de son portefeuille en France. Au contraire, si on prend du recul, ce qui est vraiment risqué, c'est d'avoir 50% de son portefeuille boursier sur un pays qui représente 4% de la capitalisation boursière mondiale. Ça, pour le coup, c'est vraiment une grosse prise de position forte qui inclut forcément un risque fort, alors que l'inverse, c'est-à-dire avoir un portefeuille réparti de manière homogène sur tous les pays du monde, eh bien ça induit un risque, en tout cas en théorie, est beaucoup plus faible. Donc vous voyez, il ne faut pas inverser les deux. Et si vous êtes personnellement plutôt inquiet, ou en tout cas pessimiste sur les perspectives de croissance de l'économie française, eh bien voilà, rien ne vous empêche de prendre un ETF mondial ou un ETF américain, ou enfin, il n'y a aucune obligation à ce niveau-là. Maintenant que j'ai dit ça, je vais quand même donner mon avis parce que c'est une chaîne sur internet, donc pourquoi pas donner son avis. Évidemment, il n'engage que moi et je vais probablement me tromper plein de fois sur cette chaîne. Pour l'instant, j'ai eu de la chance, mais ça ne saurait tarder. Attendez, on m'informe qu'il y a Eric Ciotti qui s'est enfermé dans ma chambre. Monsieur Ciotti, sortez de là, s'il vous plaît. Bon, j'espère qu'on arrivera à le récupérer ou à le sortir d'ici la fin de la vidéo. Alors, malheureusement, et je suis pas particulièrement content de dire ça, mais je pense qu'on voit tous de nombreuses raisons pour lesquelles le marché français pourrait largement sous-performer le marché américain dans les prochaines années. Il y a 50 raisons possibles, un retard technologique, un problème de dette, un problème politique, un pays qui est bloqué. Oui, il peut y avoir 1000 raisons possibles pour lesquelles la France ferait moins bien que les États-Unis, alors qu'au contraire, un scénario dans lequel la France explose les États-Unis en termes de croissance apparaît comme étant presque inimaginable. J'aurais du mal à vous trouver un scénario crédible dans lequel la France surperformait largement les autres marchés mondiaux, si ce n'est les États-Unis qui se plantent complètement et nous qui restons à peu près stables. Mais c'est à peu près le seul scénario que je vois. Et à part les États-Unis qui se jettent par la fenêtre et nous qui restons à peu près vivants. Les autres scénarios dans lesquels la France fait une super croissance extraordinaire, ils sont, je trouve, très durs à trouver. Et c'est pour ça que moi, à titre personnel, on m'en parle parfois dans les commentaires de JP contre le Nasdaq, on me dit pourquoi tu prends pas des actions françaises? Parce que, en gros, à part quelques très rares secteurs ou quelques actions spécifiques qui, je pense, sont intéressantes, le reste du marché français dans son ensemble, pour moi, est pas du tout compétitif par rapport au marché américain. Je me suis jamais mis la contrainte d'investir que sur les actions du Nasdaq. C'est juste que je pense objectivement que ce sont les meilleurs de loin. Donc vous voyez, je vais pas particulièrement aller me mettre en France, même si je parle français. Voilà, mon but c'est d'avoir le portefeuille le plus performant possible. Si la performance est aux États-Unis, je mettrai mes investissements aux États-Unis. Après, ça n'empêche pas de faire plein d'autres choses dans la vie de tous les jours, mais si vous voulez investir de manière efficace, je pense que malheureusement, l'international, qu'il soit américain ou pas d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a d'autres opportunités que les États-Unis, mais la France, pour moi, n'en fait pas partie malheureusement. Donc je pense que l'international est un peu indispensable. J'espère que vous avez aimé la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes vous aussi presque complètement détaché de la France en termes d'investissement, ou si vous avez encore une grosse partie de votre portefeuille en France. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, à la prochaine fois, bye bye.